Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Eridu, la première ville. Parmi les ruines les plus anciennes de toute la Mésopotamie se trouve une ville appelée Eridu. Cet endroit était considéré comme la toute première ville du monde par les anciens Sumériens. Elle a été fondée aux environs de 5400 ans avant notre ère. Et les Sumériens pensaient qu'elle avait été érigée par les dieux eux-mêmes. Les Sumériens croyaient que quand les grands dieux sont descendus du ciel, ils auraient édifié Eridu en pierre et auraient permis aux hommes de l'occuper. Et les royaumes qui se sont développés par la suite en Mésopotamie ont considéré la ville d'Eridu comme appartenant à une sorte d'âge d'or perdu, tout comme nous considérons aujourd'hui le Jardin d'Éden comme un paradis mythique. Cette ville a finalement été abandonnée en 600 avant Jésus-Christ et a continué à se détériorer depuis. Mais le plus mystérieux dans l'histoire d'Eridu est la théorie selon laquelle elle aurait été créée par les dieux eux-mêmes. Il y a beaucoup de théories marginales sur ce que cela a pu signifier, est-ce littéral ou métaphorique. Les Sumériens considéraient-ils leurs premiers rois comme des personnages divins ou croyaient-ils vraiment qu'un groupe mystérieux de divinités était descendu du ciel pour construire la première ville sur Terre ? Si on pose la question à un archéologue, il répondra sûrement que ce ne sont que des mythes et des légendes. Mais certains pensent que la première grande ville de notre planète a été érigée par un groupe d'êtres intelligents descendus des cieux. Ces êtres auraient aidé des humains primitifs et barbares à former la première société complexe, puis seraient repartis vers les étoiles. C'est avec leur aide que la première ville est née et que la Mésopotamie est devenue le berceau de la civilisation. Mais bien sûr, ça ne reste qu'une théorie. Bonnet d'âne égyptien. Les Égyptiens de l'Antiquité, entre 1560 et l'an 30 avant notre ère, portaient des cônes particulièrement étranges sur la tête. De nombreux objets d'art égyptiens datant de ces années-là montrent des personnages portant ce qui ressemble presque à des bonnets d'âne. Il s'agissait de chapeaux coniques pointus, comme s'ils avaient des plots de balisage attachés à leur crâne. Mais comme aucun exemple physique d'un de ces cônes n'a jamais été trouvé, les archéologues se sont toujours demandé s'il existait vraiment ou s'il n'était qu'un style artistique. Finalement, 2 cônes ont été enfin découverts, ce qui constitue une première historique. Les cônes ont été découverts sur les crânes de 2 inconnus enterrés sur le site d'Amarna en Égypte il y a 3300 ans. Les cônes étaient faits de cire et étaient presque complètement désintégrés, mais ils ont été suffisamment préservés pour prouver que les anciens Égyptiens portaient vraiment ces chapeaux bizarres. Maintenant, voici quelque chose qui peut sembler sans rapport, mais qui pourrait en fait être une révélation majeure. Nous devons revenir aux Anunnaki et aux figurines d'Obéide. Ces figurines d'êtres reptiliens étranges disposaient de têtes en forme de cône. Les figurines étaient toujours sculptées avec l'arrière de la tête ressemblant à une sorte de cône de glace renversé. Certains pensent que l'influence de ces mystérieuses divinités reptiliennes s'est poursuivie pendant des milliers d'années après la disparition de la culture d'Obéide. Les Égyptiens qui portaient des cônes bizarres sur la tête tentaient peut-être d'imiter les humanoïdes reptiliens vénérés par ceux qui les ont précédés de plusieurs milliers d'années, et ce, jusqu'à il y a environ 2000 ans, quand les gens ont finalement commencé à oublier les reptiliens qui seraient venus des astres pour propulser l'humanité. Mais les cônes bizarres n'étaient peut-être qu'une mode, comme les chapeaux à visière ou les chapeaux melans. Les premiers ingénieurs. Lorsque nous pensons aux plus grands architectes de l'histoire de l'humanité, nous nous tournons généralement vers l'Égypte, la Mésopotamie et Rome. Mais certains des premiers grands bâtisseurs ont œuvré en Amérique du Nord. Les premiers bâtisseurs sophistiqués d'Amérique étaient des Amérindiens vivant dans le nord de la Louisiane il y a 3000 ans, à peu près à la même époque où les Égyptiens mettaient des cônes de cire sur leur tête. Les Amérindiens concevaient des villes complexes, pratiquaient l'agriculture et menaient un mode de vie quasi moderne. Des scientifiques de l'Université de Washington à Saint-Louis ont récemment effectué des recherches sur l'ancienne culture amérindienne qui vivait le long du fleuve Mississippi.
Ils ont découvert que les premiers indigènes étaient des bâtisseurs hautement qualifiés et pouvaient construire des structures proprement gargantuesques en l'espace de quelques semaines seulement. La plus grande différence entre les Amérindiens et les Égyptiens est que ceux de l'hémisphère nord construisaient leurs structures en terre et en boue, tandis que les Égyptiens construisaient leurs merveilles en pierre, ce qui explique qu'elles aient survécu pendant des milliers d'années. Mais étonnamment, les monuments en Amérique ont résisté à l'épreuve du temps plus ou moins bien. Ces étudiants de l'université ont récemment examiné des ouvrages en terre qui existent depuis 3000 ans. Prenez par exemple le site du patrimoine mondial de Poverty Point comme exemple. Il abrite un monticule de terre de 21 mètres de haut et d'une zone environnante de blocs qui auraient été des maisons et des bâtiments. Toutes ces structures remontent à 3400 ans et ont été édifiées avec des moyens primitifs. Mais malheureusement, nous ne savons pas ce qui est advenu de ce peuple autochtone. Il semble qu'ils aient abandonné leur grande ville et laissé les monticules de terre se résorber lentement dans la boue. Les reptiliens d'Obéide. La ville d'Eridu a été construite pendant la période Obéide, une période de la préhistoire mésopotamienne qui a duré de 5500 à 3900 avant notre ère. C'est à cette époque que les peuples préhistoriques de l'ancienne Mésopotamie ont commencé à sculpter d'étranges figurines de lézards connues sous le nom de figurines d'Obéide. Ces petites sculptures étaient formées à l'image de reptiles humanoïdes. C'étaient des sortes de créatures dont le corps ressemblait à celui d'hommes et de femmes ordinaires, mais dont la tête ressemblait à celle d'un lézard. La plus grande partie de ces figurines a été trouvée par l'archéologue Harry Reginald Hall en 1919. Elles ont été découvertes sur le site d'Obéide, une ville tout aussi ancienne qu'Eridu. Et alors qu'il n'y a pas de réelle explication sur la raison de leur fabrication, il existe une théorie étrange que les scientifiques ont refusé de discuter et qui, encore une fois, a trait à un groupe d'êtres supérieurs connus sous le nom d'Anunnaki. Comme nous l'avons déjà dit, les Mésopotamiens croyaient que des êtres plus intelligents que nous étaient descendus des étoiles au début de la civilisation. Ces êtres auraient donné aux humains de grandes connaissances, aidé à construire les premières villes et étaient considérés comme des dieux. Mais gardez aussi à l'esprit que les Anunnaki étaient un véritable panthéon de dieux, mais les théories modernes de science-fiction ont changé notre perception d'eux. Les figurines d'Obéide semblent être des miniatures de ce à quoi ressemblaient ces divinités Anunnaki. Selon certaines interprétations, les Anunnaki étaient des hommes lézards reptiliens qui ont eu une grande influence sur les premiers humains et ont été immortalisés par les premières civilisations de Mésopotamie. Et cette théorie a largement été popularisée par l'auteur David Icke notamment. Conception Inca. La grande cité de Machu Picchu a été construite au XVe siècle par les Incas. Elle est devenue l'une des principales citadelles de la civilisation Inca et se trouve sur le pic d'une montagne, dans un endroit apparemment improbable pour construire un tel complexe monumental. Et l'un des aspects les plus mystérieux du Machu Picchu, ou Machu Picchu en langue quechua, est que les archéologues ne savent pas vraiment pourquoi il a été construit. Ils pensent que le site pourrait avoir été fondé vers 1450 et avoir été construit pour le grand empereur inca Pachacuti. Environ 100 ans après sa construction, il a été abandonné. L'un des aspects les plus impressionnants de la ville est le fait qu'elle a été construite sur une montagne qui subit des phénomènes météorologiques très violents. C'est une zone sismique active avec des vents très forts, des inondations intenses et des coulées de boue fréquentes. C'était le pire endroit pour construire une structure en pierre, et pourtant, les Incas l'ont fait avec brio. Les Incas étaient si brillants qu'ils savaient exactement quel matériau employer afin d'absorber les eaux de crue tout en étant suffisamment malléables pour résister à l'activité sismique. La façon dont ils ont compris ces principes dépasse l'entendement de tous. Il semble fou de penser que les Incas savaient juste instinctivement comment protéger leurs bâtiments d'un tremblement de terre au sommet de la montagne. Néanmoins, la sagesse était là et la ville déroute et impressionne toujours les scientifiques. Le sang en guise d'arme. L'une des inventions les plus créatives de l'homme des temps anciens n'avait rien à voir avec l'architecture.
Le sang en guise d'arme est une invention ingénieuse employée depuis que les êtres humains se font la guerre. Au fil des âges, nous avons créé une myriade de moyens pour terrifier nos ennemis par le biais du sang. Cela a commencé avec les cris de guerre. Les tout premiers guerriers barbares criaient aussi fort qu'ils le pouvaient afin de semer la peur dans les cœurs de leurs ennemis. Au fil du temps, les gens ont développé des moyens plus sophistiqués afin d'effrayer les autres avec leurs cris. Il y avait le Carnyx, une trompette de guerre celtique qui émettait un son horrible comme le hurlement d'un dragon. Et elle s'est avérée tellement efficace contre les Romains qu'ils ont commencé à en employer leur propre version lorsqu'ils se rendaient au combat pour intimider leurs ennemis. Et à l'autre bout du monde, en Chine, des flèches hurlantes appelées Shaojian ont été créées. Ces flèches émettaient un son strident, très spécifique lorsqu'elles étaient tirées par des archers. Le bruit était si fort qu'on aurait dit que des fantômes tourmentés traversaient le champ de bataille. Guerre avec les Anunnaki. On vient juste d'en parler, mais les Anunnaki sont considérés par beaucoup comme les anciens seigneurs reptiliens qui sont descendus sur Terre pour répandre la sagesse et le savoir à la race humaine. Cependant, certains pensent que les Anunnaki étaient maléfiques. Une théorie prétend que les Anunnaki auraient employé des armes nucléaires des milliers d'années avant que les Américains ne lâchent leurs bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Chris Hardy, auteur et expert en histoire ancienne, affirme que les Anunnaki auraient fait usage d'armes nucléaires sur 5 grandes villes de la plaine du Jourdain. Chose qui aurait entraîné la fin soudaine et dévastatrice de la civilisation sumérienne. L'histoire de ces explosions et de la destruction nucléaire complète des villes antiques peut être trouvée partout. Du livre de la Genèse aux tablettes d'argile mésopotamiennes, toujours selon Hardy. Il existe même des preuves physiques sous la forme de squelettes atomiques. Les squelettes atomiques ont été trouvés dans la ville antique de Mohenjo-Daro, datée de 2500 ans avant Jésus-Christ. La ville antique a été redécouverte dans les années 1920 et tout l'endroit semble avoir été anéanti par une sorte de désastre. Il semble qu'une explosion atomique ait rasé la zone et fusionné les roches à des températures de milliers de degrés. Les squelettes découverts ici dégageraient des radiations qui, selon certains, seraient l'effet persistant d'une explosion nucléaire survenue il y a plus de 4000 ans. Mais il faut tout de même rappeler qu'on est sur de la pure spéculation et que c'est une théorie complètement marginale. Le Grand Canal de Chine. L'Égypte et la Mésopotamie ne sont pas les seuls endroits qui pourraient avoir été visités par les Anunnaki. La Chine a peut-être également été bénie par des entités étranges venues par-delà l'atmosphère. Nous le savons parce que, comme d'autres civilisations dans le monde, les civilisations chinoises se sont transformées très soudainement en des bâtisseurs de génie. Il y a plus de 3000 ans, de mystérieuses sculptures de créatures ressemblant à des extraterrestres ont également été découvertes dans la cité perdue de Sanxinduyi. Elles sont représentées comme des êtres aux grands yeux qui ressemblent étrangement à des reptiles. Peut-être ont-ils été visités par les mêmes créatures que les Sumériens, ou peut-être n'est-ce qu'une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, la Chine est devenue très rapidement technologiquement avancée. Et l'un de ses meilleurs ouvrages est le Grand Canal, une voie navigable qui a été utilisée de manière constante pendant 2500 ans. Elle relie d'ailleurs toujours plusieurs villes chinoises et est actuellement la plus grande voie navigable artificielle du monde entier. Le canal fait d'ailleurs plus de 1800 km, ce qui serait un véritable cauchemar à construire même de nos jours. Le canal relie le fleuve Jaune au fleuve Yangtze et traverse 4 provinces chinoises. Il commence à Pékin et se termine dans la ville de Hangzhou. Les experts sont stupéfaits par l'ingéniosité et le dévouement dont il a fallu faire preuve pour le construire. Mais tout le monde se souvient que les Romains ont construit des ouvrages similaires il y a 2000 ans. Mais ils n'étaient pas les seuls et personne ne pense pourtant que les Romains ont été aidés par des extraterrestres. Les Anasazi cannibales. Les Anasazi, également connus sous le nom de Pueblo, peuple du sud-ouest des États-Unis, ont occupé la région de Chaco Canyon pendant plus de 2000 ans.
Bien qu'ils aient vécu dans la région pendant une bonne période, ils n'ont vraiment atteint leur apogée qu'en l'an 850. Ils ont ensuite mystérieusement disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces en 1250. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi ils ont soudainement disparu ni pourquoi ils sont partis. Mais il y a un autre mystère qui réside dans les chapitres oubliés de l'histoire américaine. Il existe un site en particulier que les archéologues trouvent troublant. Il se nomme Cowboy Wash et c'est un village anasazi en ruine où les chercheurs ont trouvé 7 cadavres. Ces cadavres étaient bouleversants car ils montraient des signes de cannibalisme. Les corps ont été découverts en 1993 lors d'une fouille archéologique supervisée visant à construire un nouveau système d'irrigation. Les anciennes habitations anasazi datent d'environ 1125 et plus de 1000 fragments d'os ont été trouvés provenant d'à peu près toutes les parties du corps humain. Beaucoup d'os étaient cassés et beaucoup semblaient avoir été mangés. La bioarchéologue Patricia Lambert de l'Université d'État de l'Utah a réussi à regrouper les fragments en corps complets. Elle pense qu'ils appartiennent à 3 hommes adultes, à une seule femme adulte et à 3 enfants âgés d'à peine 7 ans. Et leurs squelettes présentaient des signes évidents de découpe. Il y avait également des marques de couteau sur les points d'attache des muscles, des preuves que les tendons avaient été tranchés et que les tissus mous avaient été découpés comme on pourrait découper un cochon mort. Ce mystère malsain a pour but de comprendre pourquoi cette personnes ont été découpées et mangées. Les scientifiques tentent toujours de savoir si tous les Anasazi étaient cannibales ou seulement ceux qui vivaient dans le village de Cowboy Wash. Astronomie avancée. Certaines des plus anciennes peintures rupestres du monde témoignent d'une connaissance incroyable de l'astronomie et personne ne sait vraiment pourquoi l'art rupestre à travers l'Europe représente des constellations d'étoiles dans le ciel nocturne et même des événements tels que des impacts de comètes. Les peintures rupestres suggèrent également qu'il y a 40 000 ans, les êtres humains comptaient le temps en observant le mouvement progressif des étoiles dans le ciel. C'est assez déroutant et les historiens font de leur mieux pour donner du sens à tout cela. Un groupe de chercheurs de l'Université d'Édimbourg a récemment examiné des peintures rupestres sur des sites en Espagne, en France, en Allemagne et même en Turquie. Ils ont découvert que chaque site utilisait la même méthode pour déterminer les temps et les dates, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de l'astronomie. Les chercheurs ont trouvé cela déconcertant, car la Turquie et l'Espagne se trouvent à des lieux l'une de l'autre, et il est très peu probable que des humains primitifs aient eu des contacts entre eux à une telle distance. La question est donc de savoir comment les hommes préhistoriques, après l'extinction de l'homme de Néandertal, ont appris à interpréter les étoiles et à compter le temps. C'est une véritable anomalie, et donc les gens ont une fois de plus trouvé la solution, oui, encore une fois dans les Anunnaki, mais moi j'en ai marre. Et ce, bien avant les Mésopotamiens. Certains pensent que les Anunnaki sont arrivés sur Terre il y a 100 000 ans et ont créé les humains pour en faire leurs esclaves génétiques. Cela expliquerait pourquoi il y avait tant de différentes sortes d'hominidés, car les Anunnaki auraient expérimenté pour créer la meilleure créature possible. Et une fois qu'ils ont eu l'Homo sapiens et se sont débarrassés des Néandertaliens, ils ont commencé à nous enseigner les voies de l'univers et les mystères des étoiles. Le déluge. L'une des coïncidences historiques les plus étranges que l'on puisse trouver dans le monde entier est le mythe d'un grand déluge. La plupart des gens connaissent l'histoire du déluge biblique que l'on retrouve également dans les 3 grandes religions monothéistes. Dieu a inondé la terre pour se débarrasser des géants Néphilim et Noé a sauvé tous les animaux dans son embarcation. En réalité, les mythes du déluge existent depuis plus de 4000 ans et curieusement, ils se ressemblent tous de manière très troublante. Les Babyloniens disposaient de leur propre version du déluge qui remontait au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, dans laquelle une race de géants s'était rebellée contre les dieux et avait dû être rayée de la surface de la terre par une grande inondation. Le créateur des humains, le dieu Enki, avertit un homme nommé Utnapishtim de l'arrivée du déluge afin qu'il puisse construire une arche et sauver sa famille. On estime que cette histoire a été racontée environ 2000 ans avant que l'histoire de Noé ne devienne populaire.
Mais ce n'est pas tout. Dans la mythologie inca, il y a 500 ans, les Incas avaient leur propre mythe du déluge. Le dieu créateur et être suprême, Kon-Tiki, a créé une race de géants à l'aube de la civilisation. Mais les géants sont devenus trop difficiles à gérer. Ils étaient exaspérants, n'obéissant pas aux ordres et causaient toujours des ennuis. Kon-Tiki a donc transformé les géants en pierre et envoyé un puissant déluge pour les éliminer. Après le déluge, il créa les humains qui s'avérèrent beaucoup plus respectueux des règles. Et on peut remarquer que c'est dans les grandes lignes la même histoire qui s'est répétée au fil des siècles. Mais le plus choquant est sans aucun doute que les Incas ont inventé la même histoire que les Babyloniens. Les deux civilisations n'ont jamais eu de contact et ont vécu à des millénaires d'intervalle. Mais pour une raison très étrange et mystérieuse, les anciennes civilisations du monde entier croyaient que des géants régnaient sur la Terre et qu'ils avaient été anéantis par un déluge. Pour certains, cela est une preuve qu'il y a au moins une part de vérité dans ces histoires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Le mystère Toutankhamon. Un siècle après la découverte de la tombe de Toutankhamon par le légendaire archéologue britannique Howard Carter, l'ancien pharaon reste toujours un mystère. La vie, la mort et la tombe du roi Toutankhamon suscitent encore des interrogations. Nous savons que l'enfant roi est né vers 1305 avant Jésus-Christ et il a régné sur l'Égypte pendant un peu moins de 10 ans avant de mourir. Et lorsque sa tombe a été découverte en 1922, elle contenait des richesses qu'aucun explorateur n'avait jamais vues auparavant. C'était la version archéologique de la caverne d'Ali Baba. Et en plus des trésors, les archéologues ont trouvé la dépouille de Toutankhamon encore au repos dans son merveilleux sarcophage. Les chercheurs pensent que la véritable raison pour laquelle sa tombe est restée scellée si longtemps est liée à son père, le pharaon Akhenaton. Ce dernier était tellement détesté qu'après sa mort et le départ prématuré de son fils du trône, les souverains qui lui succédèrent tentèrent d'effacer leur lignée de l'histoire. C'est ainsi que la tombe a été littéralement perdue sous les sables du désert égyptien pendant plus de 3300 ans. Et de nombreux progrès ont été réalisés dans la compréhension de la vie du jeune pharaon, mais nous ne savons toujours pas comment il est mort. Les tomodensitogrammes, les radiographies et les tests ADN ont montré que le roi souffrait de nombreux problèmes. Il souffrait de paludisme au moment de sa mort, d'une fente palatine probablement due à des années de consanguinité, d'un pied beau et d'une jambe cassée. Mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à déterminer exactement ce qui l'a tué. Les lignes de Nazca. En 1926, l'une des plus grandes découvertes de l'histoire a été faite à 402 km au sud de Lima, au Pérou, près des rives de l'océan Pacifique. S'étendant sur une très grande plaine désertique, un mystère vieux de plusieurs milliers d'années s'est dessiné. Les lignes de Nazca couvrent environ 273 km² de terre plate et vide. Le sol y est parsemé d'images incroyablement complexes, dessinées à la main il y a des milliers d'années. Les géoglyphes comprennent des images d'animaux, des motifs abstraits compliqués, des images d'êtres étranges qui ressemblent presque à des extraterrestres, même des sortes d'empreintes digitales de géants. Ils ne semblent suivre aucun schéma précis. Ils sont dessinés au hasard, comme le ferait un enfant, très doué, avec un crayon et un bout de papier. Et l'homme moderne a vu ces lignes pour la première fois il y a un peu moins de 100 ans après l'invention des avions. Les géoglyphes sont vraiment énormes, certains mesurant plus de 48 km de long. Il est impossible de comprendre ce qu'ils représentent depuis le sol, et même les voyageurs qui ont traversé les lignes dans les années 1500 pensaient qu'il s'agissait de vestiges de route. Ce n'est que lorsque les pilotes ont commencé à survoler la région qu'ils ont réalisé que les lignes formaient des images massives. Vu d'en haut, on a l'impression qu'un géant a dessiné du bout des doigts tous ses animaux préférés dans le sable. Les personnes qui ont réalisé ces géoglyphes appartenaient à la culture Nazca. Ils ont vécu dans toute la région à partir de 100 ans avant Jésus-Christ et ont prospéré jusqu'à 800 après Jésus-Christ. Et leurs géoglyphes étaient gravés dans la terre à des moments aléatoires de leur règne. Ils pratiquaient également la momification et la modification crânienne. Mais nous ne savons pas vraiment qui ils étaient et comment ils ont réalisé les géoglyphes. Mais le plus grand mystère qui perdure est que personne ne sait pourquoi. Mais si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire. Le mystère des gardiens.
Le mystère des gardiens du phare d'Alien Mort est récent, mais il mérite tout de même notre attention. Le mystère a commencé en janvier 1900. 3 gardiens de phare, Thomas Marshall, James Ducat et Donald MacArthur, disparaissent sur l'île d'Alien Mort au large de l'Écosse. Les gardiens s'étaient rendus sur l'île pour entretenir le phare, mais lorsque l'équipe de remplacement est arrivée, les 3 hommes avaient disparu. Ils étaient introuvables, mais le phare lui-même était en parfait état. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun signe de violence et aucune trace des gardiens. Le seul élément qui sorte de l'ordinaire est que 2 de leurs vestes ont disparu, ce qui laisse supposer qu'ils sont sortis et ne sont jamais revenus. Mais cela suggère également que l'un des gardiens est sorti sous un violent orage sans aucun vêtement de pluie. Au terme de l'enquête, les autorités ont conclu un accident. Selon la version officielle, les 2 hommes portant des vêtements de pluie ont été emportés par les vagues. Le 3e homme a été emporté par l'eau lorsqu'il a tenté de les sauver. Cependant, il n'existe aucune preuve que cela se soit vraiment produit. Et depuis, les spéculations vont bon train. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé avec les gardiens du phare. Mais l'une des théories les plus populaires, vous l'avez deviné, est qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Mais que pensez-vous véritablement qu'il se soit passé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le pigment Han. Le pigment Han est un pigment utilisé il y a plus de 2000 ans en Chine pour éliminer la 3e dimension. Cette phrase peut vous sembler très bizarre, mais ne vous inquiétez pas, tout prendra sens. Le pourpre de Han était utilisé pour décorer des poteries, colorer des guerriers de terre cuite et était le pigment préféré de nombreux artistes de l'Antiquité. Mais les gens ont soudainement cessé de l'utiliser vers l'an 220 après Jésus-Christ. Et la recette de ce pigment étant perdue à tout jamais, ou en tout cas jusqu'en 1992, date à laquelle Elizabeth Fitzhugh du Smithsonian l'a retrouvée. Et l'on a identifié la composition chimique, ce qui a permis aux scientifiques de recréer le pigment pour la première fois depuis 1700 ans. Le pigment de Han était d'un violet vif, composé de barium et de silicate de cuivre. Et personne ne sait comment les Chinois de l'Antiquité ont pu créer ce pigment il y a si longtemps. De nombreux chercheurs pensent qu'il s'agit d'une découverte accidentelle au cours du processus de fabrication du verre. Pour créer ce pigment violet, tous les éléments doivent être fondus ensemble à des températures de plus de 982 degrés Celsius. Et puis, il y a toute cette histoire de 3e dimension. Très récemment, les scientifiques ont découvert des propriétés quantiques chez ce pigment. Ils ont découvert que lorsque le pigment est refroidi à des températures extrêmement basses, ces ondes magnétiques cessent d'exister dans la 3e dimension. Cela se produit lorsque le magnétisme est extrêmement élevé et que la température est proche du zéro absolu. Et lorsque ces conditions sont réunies, le pigment entre dans un état de matière très rarement observé, disparaissant essentiellement de notre monde tridimensionnel. C'est un principe si étrange à comprendre qu'il donnerait probablement des maux de tête à Albert Einstein. Les mégalithes d'Océanie. Les incroyables mégalithes d'Océanie sont un immense mystère. Ils font partie des monuments les plus intéressants de la planète, mais aussi des moins étudiés. Les sculptures moaï de l'île de Pâques sont certes très intrigantes, mais il existe tant d'autres monuments à travers la Polynésie que personne ne connaît. Il y a les statues de Ivaoa, l'ancienne forteresse de Nouvelle-Zélande, la pyramide de la jungle de Rapaïti et le temple détruit de Taputapuate à Marae dans les îles sous le vent. Sans oublier le Manga à Maui, dans le royaume des Tonga ou les ruines disséminées dans les îles hawaïennes. La plupart de ces ruines mégalithiques ont été construites il y a des centaines, voire des milliers d'années, et ceux qui les ont bâties ont disparu depuis très longtemps. En Nouvelle-Zélande, au XVe siècle, ce sont les Maoris qui ont construit la forteresse de Maunga-Kiekie à Auckland. C'est la plus grande structure qu'ils aient jamais construite et pendant des années, les Maoris ont raconté comment leurs ancêtres venaient tous de la même colline avant la construction de la forteresse et comment l'esprit de leurs aînés résidait toujours à cet endroit. En partant de la Nouvelle-Zélande, la Polynésie est truffée de mégalithes mystérieux, d'étranges complexes de pierres et de ruines si impressionnantes qu'elles n'ont pas pu être construites par de simples mortels. L'île de Pâques n'est qu'un élément d'une histoire bien plus vaste et bien plus étrange. Fuente Magna.
Près du lac Titicaca, en Bolivie, l'un des plans d'eau les plus sacrés au monde, un bol sacré a été découvert en 1958. Il ne s'agit pas exactement d'un bol dans lequel vous pourriez manger vos céréales, mais plutôt d'un grand récipient en pierre. Il s'agit de la Fuente Magna, décorée de gravures d'étranges figures anthropomorphes. La personne qui a décoré le récipient inclut des images de personnages zoologiques qui ressemblent presque à des hybrides homme-animal. Mais il y a encore plus mystérieux que ces personnages anthropomorphes. C'est la présence de deux types d'écritures différentes. Le premier est une langue locale parlée par le peuple Pucara il y a environ 1000 ans. Le second type d'écriture semble, selon certains experts, être une version ancienne du proto-sumérien parlé en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans et écrit en cunéiforme. Et comme vous pouvez l'imaginer, le récipient en pierre pose quelques problèmes aux historiens. Comment un bol peut-il présenter des gravures d'une langue sumérienne et d'une langue bolivienne séparées par un océan entier et 4000 ans d'histoire en même temps? Et l'une des théories veut qu'un groupe de pèlerins de l'ancienne Sumer ait traversé la planète entière, parcouru les montagnes et les déserts d'Amérique du Sud et créé une nouvelle société au lac Titicaca. Le problème est qu'il n'existe aucune autre preuve de cela à part la Fuente Magna. Selon l'expert Bernardo Biados, cela est probablement dû au fait que le navire a été fabriqué par les Sumériens qui se sont installés en Bolivie vers 2500 avant notre ère. Leur culture s'est ensuite progressivement transformée et ils auraient cessé de sculpter des objets provenant de leur pays d'origine, devenant ainsi une civilisation totalement différente. Cependant, la plupart des archéologues pensent qu'il s'agit d'un canular créé par une personne essayant d'imiter le cunéiforme. Les murs de Sacsayhuaman. À la périphérie de la ville péruvienne de Cusco se trouve le complexe mégalithique de Sacsayhuaman. La ville, occupée dès 900 après Jésus-Christ, est célèbre pour son incroyable travail de la pierre. Les immenses murs de pierre ont été construits avec une précision inimaginable. Certaines des pierres qui composent les murs pèsent plus de 200 tonnes, ce qui signifie qu'elles font partie des plus grands blocs de construction de l'Amérique ancienne. Mais toutes les pierres ont une chose en commun. Quelle que soit leur taille, elles s'emboîtent toutes comme des pièces de puzzle. Ces blocs de pierre s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible de placer une feuille de papier entre la plupart d'entre elles. Certaines de ces pierres ont même des bordures et des coins arrondis, comme si elles avaient été découpées au laser. Pendant des années, les scientifiques sont restés perplexes en essayant de comprendre comment les anciens habitants de la région avaient créé des murs aussi solides. Et les pierres, imbriquées les unes dans les autres, ne ressemblent à rien d'autre que l'on puisse retrouver en Amérique du Sud ou dans le reste du monde d'ailleurs. Mieux encore, il ne s'agit pas de briques empilées uniformément, mais de blocs géants taillés avec précision pour s'emboîter dans d'autres blocs aléatoires. Certains affirment que les bâtisseurs ont utilisé un liquide spécial qui faisait fondre les roches pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Ce liquide aurait été dérivé de plantes naturelles trouvées au Pérou. D'autres, comme l'architecte à la retraite, John Macaulay, affirment qu'il n'y avait rien de spécial. John affirme qu'il s'agissait d'une technique de construction intelligente utilisée par des ingénieurs de l'époque, mais cela n'explique pas comment les anciens habitants de cette cité disparue ont réussi à déplacer des blocs de pierre aussi lourds qu'ils auraient nécessité la force d'un millier d'hommes. Tumulus dans la campagne. Au cours des dernières années, quelques 6000 archéologues amateurs travaillant avec une organisation patrimoniale aux Pays-Bas ont parcouru les collines et les vallées à la recherche d'un trésor. Ces chercheurs amateurs sont à la recherche d'anomalies archéologiques et de secrets historiques. Et les efforts de ces citoyens pour en découvrir plus sur le passé ancien de leur pays ont été couronnés de succès. Ils ont identifié environ 1000 tumulus préhistoriques dans la campagne néerlandaise. Il semblerait que les sépultures soient omniprésentes dans le paysage rural, dressant le tableau d'un monde perdu. S'agissant d'un millier de tumulus, de nombreuses variables entrent en jeu. Chaque tumulus est de taille et d'âge différents. Certains ont été construits il y a plus de 3200 ans, à l'âge du bronze, d'autres pas plus tard que 600 ans avant Jésus-Christ, à l'âge du fer. Et selon les experts, les enterrements auraient été accompagnés de rites sacrés. Les tumulus témoignent de la richesse de la société qui dominait les Pays-Bas à l'époque préhistorique.
Les chercheurs ont même trouvé des champs agricoles d'une superficie d'environ 15 km² exploités par certains des premiers agriculteurs d'Europe. Nous n'avons pas encore de nom pour ce peuple et les chercheurs doivent encore fouiller les 1000 sépultures, mais le mystère est réel et de nombreuses informations pourraient bientôt être dévoilées. Et les scientifiques doivent désormais découvrir les détails d'une civilisation dont ils connaissent à peine l'existence. Travaux de parapsychologie soviétique. La déclassification d'un document de 1975 intitulé « Recherches parapsychologiques soviétiques et tchécoslovaques » révèle des conclusions troublantes de la Defense Intelligence Agency sur des tests soviétiques destinés à étudier le lien émotionnel et télépathique entre une mère et son nouveau-né. La théorie selon laquelle les mères peuvent ressentir la mort de leur enfant, même sans en être témoins, est à l'origine de cette étude. Et pour des raisons d'éthique, les tests ont été menés sur des lapins plutôt que sur des sujets humains. L'expérience et ses résultats sont détaillés dans le rapport officiel qui indique ce qui suit. Les scientifiques soviétiques ont placé les lapros à bord du sous-marin et ils ont gardé la mère lapine dans un laboratoire à terre, où ils ont implanté des électrodes dans son cerveau et lorsque le sous-marin a été immergé, des assistants ont enregistré la réaction des lapins un par un. Si le lapro décédait alors qu'il se trouvait dans le sous-marin, le cerveau de la mère lapine produisait des réactions perceptibles et enregistrées. Et les soviétiques ont maintenu ces protocoles et leurs résultats hautement confidentiels. Mais ils ont été découverts par les services de renseignement américains dans les années 1970. Et le rapport mentionne que l'Institut Pavlov de Moscou était soupçonné de poursuivre des expériences de télépathie animale jusqu'à la rédaction du rapport. L'URSS avait l'intention d'utiliser ces découvertes dans le cadre des communications d'urgence des sous-marins. Bien que le protocole ne soit pas exactement défini, surtout quant à la manière dont le centre de contrôle était censé réagir au cas où la mère lapine présentait les signes de perte de sa progéniture et qu'aucun autre contact ne pouvait être établi avec le sous-marin. Le rapport avance l'hypothèse que les signaux émis par les lapins pourraient servir d'alerte à des bombardiers en préparation ou à d'autres forces de représailles potentielles. Par ailleurs, si le sous-marin était témoin d'un acte ou d'une attaque méritant une frappe nucléaire, l'équipage pourrait envoyer un signal à l'aide du bébé lapin, puis remonter à la surface pour envoyer un message détaillé sur les mesures à prendre. Mais les spécificités ne sont pas vraiment spécifiées. On pense que les tests ont été menés en 1956, et bien qu'effrayants, ils pourraient laisser entrevoir des vérités plus vastes et inexplorées sur les liens non physiques entre les êtres vivants. Dossier Nixon, la Troisième Guerre mondiale. Le président Richard Nixon a changé la façon dont les nations communistes interagissaient avec les États-Unis. Il est arrivé avec des positions anticommunistes fortes et a utilisé la stratégie de la diplomatie triangulaire opposant les deux superpuissances communistes, la Chine et l'URSS l'une à l'autre. Il aspirait à ce que l'on se souvienne de lui pour sa politique étrangère, mais il a dû faire face à des déceptions, surtout concernant la guerre du Vietnam, à laquelle il avait promis de mettre fin rapidement, ainsi qu'aux relations entre les États-Unis et tous ses adversaires. En outre, il a dû faire face à des ennemis dans son propre pays, car il a commencé à considérer le Parti démocrate comme un ennemi plutôt que comme parti rival. Nixon aurait été de plus en plus agité, aurait développé un problème d'alcoolisme et serait devenu progressivement paranoïaque vis-à-vis de ses ennemis, réels d'ailleurs ou imaginaires. Et nous savons ceci grâce à des milliers de documents classifiés de son administration qui ont été rendus publics entre 2007 et 2014. Grâce à ces documents, on sait désormais que les États-Unis étaient au bord d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord en avril 1969. Quelques mois seulement après l'accession de Nixon à la présidence. Des plans ont été établis et des ordres ont été émis après que la Corée du Nord eut attaqué et abattu un avion espion EC-121 en mer du Japon. Et les documents déclassifiés conservés par les archives de la sécurité nationale révèlent que l'opération Freedom Drop, ils savent trouver des noms qui en jettent, qui visait à attaquer à l'aide de bombes conventionnelles et de bombes nucléaires qui auraient couvert une superficie près de 20 fois supérieure à celle de la bombe larguée à Hiroshima. Un mémo datant de juin 1969 indique qu'il s'agissait d'options précoordonnées visant à frapper 12 sites clés. Des centres de commandement, des bases navales, des aérodromes et tout ceci à l'aide de bombes nucléaires tactiques.
Le président Nixon se serait couché ivre et aurait souffert d'insomnie tout au long de cette crise. Il aurait été absent des réunions dans la salle de crise. Et lorsqu'Henry Kissinger a pris la relève afin de diriger les membres du cabinet de Nixon en l'absence du président en état d'ébriété, la décision a été prise à un moment donné de mettre en œuvre les préparatifs d'une attaque avec la 82e division aéroportée en préparant ses bombardiers nucléaires comme s'il s'agissait d'une guerre. Et les pilotes étaient en état d'alerte et attendaient l'ordre final de bombarder la Corée du Nord et de déclencher éventuellement la Troisième Guerre mondiale. Heureusement, quelques heures plus tard, ils ont reçu l'ordre de se retirer. Kissinger et Nixon, qui avaient repris ses esprits, ont alors décidé de renoncer à une escalade militaire totale. Navy et OVNI. En 2021, les responsables de la défense américaine ont déclassifié 3 vidéos granuleuses filmées par des pilotes de la marine et décrivant des rencontres militaires en plein vol avec des ovnis. Et les pilotes de chasse ont reconnu des phénomènes aériens non identifiés qualifiés d'ovnis. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, puisque le groupe de recherche sur les ovnis de la Stars Academy of Arts and Science a divulgué ces clips sans autorisation officielle il y a déjà quelques années. Quoi qu'il en soit, l'un de ces événements a été filmé en 2004 et 2 autres en 2015. Les vidéos intitulées Fleur, Go Fast et Gimbal montrent des avions sans ailes qui se déplacent à des vitesses apparemment supersoniques sous la surveillance du personnel militaire. Ces images, ainsi que l'aveu de la Navy, selon lequel des pilotes de chasse ont observé des phénomènes aériens non identifiés, changent la donne pour le gouvernement américain qui niait depuis toujours les rapports faisant état d'objets volants non identifiés. Le Pentagone a déclaré qu'après un examen approfondi, il a déterminé que la diffusion autorisée de ces vidéos non classifiées ne révélait aucune fonction ou système sensible et n'entravait pas les enquêtes ultérieures sur les intrusions de phénomènes aériens non identifiés dans l'espace aérien militaire. Et les observations de supposés ovnis par des pilotes de la Navy seraient en augmentation constante, ce qui incitait le gouvernement américain à prendre ses déclarations plus au sérieux ces dernières années. Et entre 2007 et 2012, le Pentagone a lancé son programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, consacré justement à l'étude de phénomènes aériens non identifiés. Et le New York Times a également rapporté que des pilotes avaient vu davantage d'ovnis dans le ciel et que lors d'une mission d'entraînement en 2014, un pilote avait même failli percuter l'un d'entre eux. Et si des programmes comme celui-ci marquent un progrès dans la recherche gouvernementale sur les ovnis, il se passe probablement bien plus de choses que ce que l'on sait. D'ailleurs, le phénomène aérien en question est toujours considéré comme non identifié. Et au lendemain de l'abattage d'un ballon chinois par les forces américaines, 3 autres ovnis, un au-dessus de l'Alaska, un autre, un petit ballon d'apparence métallique, au-dessus du nord-ouest du Canada, et un 3e objet octogonal au-dessus du lac Huron, en Ontario, au Canada, ont ensuite été abattus sur ordre du président Biden. Mais ces 3 derniers objets n'ont pas été reliés à la Chine, à d'autres pays ou à des extraterrestres. La prolifération apparente d'objets aériens suspects pourrait simplement résulter, du moins en partie, de l'attention portée à ce que le gouvernement américain appelle désormais les phénomènes aériens non identifiés ou UAP, observés depuis longtemps par des pilotes, des militaires et des civils selon les rapports. Mais les experts mettent néanmoins en garde contre le risque d'une multiplication de fausses alertes concernant ces objets. Il existe également un phénomène psychologique connu sous le nom d'illusion de fréquence, un type de distorsion cognitive qui fait que les gens remarquent davantage les choses après en avoir préalablement entendu parler. Et l'été dernier, le Pentagone a créé le All Domain Anomaly Resolution Office qui a examiné 366 rapports d'UAP, estimant qu'il s'agissait principalement de ballons, de drones, d'oiseaux ou autres éléments parasites de l'espace aérien. Cependant, 171 observations restent officiellement inexpliquées. La soucoupe volante de l'US Air Force. La représentation classique d'ovnis ou de vaisseaux extraterrestres est toujours en forme de disque. Mais des documents déclassifiés ont révélé que les États-Unis ont travaillé à la mise au point d'une soucoupe volante afin de terroriser psychologiquement leurs ennemis. Déclassifiés en juin 2001, de nombreux rapports détaillent la conception et les essais, dans les années 1950, d'un avion supersonique doté de capacités de décollage et d'atterrissage à la verticale.
Développée par la société canadienne Avro Canada, la soucoupe volante est décrite comme un véhicule de 1 mètre de haut, 5 mètres de diamètre, pesant 1300 kg et transportant 1,2 tonnes de carburant. Mais le rapport final de développement du projet 1794 ne mentionne pas la vitesse potentielle du véhicule. Je cite: les propulseurs sont utilisés pour contrôler le véhicule. Il peut être conçu pour offrir une maniabilité satisfaisante dans toute la plage de vol, depuis le décollage assisté au sol jusqu'au vol supersonique à très haute altitude. Les essais supersoniques confirment que le potentiel de poussée calculé avec la conception actuelle fournira des performances bien supérieures à celles estimées au début des négociations contractuelles, avec une vitesse de pointe potentielle comprise entre Mach 3 et Mach 4. Un plafond d'altitude maximale de près de 100 000 pieds, ainsi qu'un rayon d'action maximal d'environ 1000 miles nautiques. Des essais en soufflerie ont été réalisés et ont prouvé qu'ils pouvaient être manœuvrés comme prévu, avec une accélération et une ascension fonctionnelle, ainsi qu'une grande efficacité de portance. Au total, 76 heures d'essais ont été effectuées au laboratoire supersonique naval du MIT. Mais les modifications recommandées n'ont jamais été réalisées, car les projets de modification ont été rejetés et le financement s'est épuisé au début de l'été 1961. Et les programmes d'Avrocar liés à l'armée américaine ont été annulés en décembre de la même année. Mais 2 Avrocars en parfait état de marche ont été produits, et l'armée américaine les a conservés lorsqu'elle a annulé le programme. Le modèle 58-7055 a été prêté en 2007 au National Museum of the United States Air Force dans l'Ohio, où il est exposé depuis 2008 après restauration. Le modèle 59-4975 a été prêté pour une longue exposition en plein air au Canada, puis a été transporté au musée des transports de l'armée américaine en Virginie, où il est toujours en cours de restauration. Document Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl est largement considérée comme la pire catastrophe nucléaire jamais survenue. Elle a été causée par l'explosion d'un réacteur nucléaire dans une centrale électrique à Pripyat, en Ukraine. Et comme vous le savez déjà, elle a entraîné une fuite radioactive catastrophique dans l'environnement. Quelques dizaines de personnes sont mortes des suites directes de l'accident, tandis que des milliers ont souffert pendant des semaines, des mois, voire plus longtemps des effets de la contamination par les radiations. Mais pendant ce temps, des dizaines de milliers de résidents de Pripyat et de ses environs ont été évacués à la hâte, obligeant quelques 350 000 personnes à tout laisser derrière elles en un rien de temps, et nombre d'entre elles ne seront jamais autorisées à revenir. L'impact de la catastrophe reste évident aujourd'hui, plus de 34 ans après, et affectera de nombreuses générations futures, car les niveaux de radiation se maintiennent dans toute la région, empêchant les anciens résidents de retourner dans leurs maisons abandonnées. Et en juin 2020, le gouvernement ukrainien a déclassifié 229 documents soviétiques, précédemment secrets, concernant la catastrophe de Tchernobyl. Le tout publié dans un livre des services secrets ukrainiens, SBU. Les documents détaillent les accidents, les interruptions d'urgence et les erreurs de construction qui se sont produites à la centrale entre 1971 et la date de la catastrophe. Ces documents montrent que de nombreux incidents de moindre importance se sont produits à Tchernobyl avant l'explosion catastrophique de 1986 et que le gouvernement soviétique a dissimulé ces événements. Les documents contiennent également des transcriptions de conversations téléphoniques de la nuit de l'accident, une copie du premier message concernant la catastrophe, des détails sur l'enquête initiale et l'ordre de construire une enveloppe ou une coque d'acier et de béton sur le site pour contenir les radiations le mieux possible. Et à la suite d'un incendie de forêt qui s'est déclaré en avril 2010, dans un contexte de sécheresse inhabituelle, les niveaux de radiation déjà dangereux ont grimpé en flèche. Une chose reste claire à propos de la catastrophe de Tchernobyl. Son impact se fera toujours ressentir bien au-delà de nos vies. Le projet Aqualine. Au début du mois d'août, la CIA a déclassifié des documents relatifs au projet Aqualine, une mission datant de l'époque de la guerre froide et visant à développer une flotte de 12 avions espions robotisés en forme d'oiseaux et dotés d'une propulsion nucléaire. Ces véhicules aériens sans pilote, ou drones, tout simplement, devaient constituer la première plateforme de collecte de renseignements sans équipage de la CIA.
Le drone a été conçu pour ressembler à un oiseau vu du ciel, de près pas tellement, et pour transporter des colis d'espionnage spécialisés en Russie et en Chine. Doté de capacités photographiques, il devait prendre des photos aériennes en traversant le territoire ennemi, en espérant passer inaperçu à des altitudes bien inférieures à celles des engins d'espionnage classiques. Lancé dans les années 1960, le projet Aqualine visait à développer, atteindre et maintenir une capacité opérationnelle de reconnaissance secrète dans des zones interdites, en tout cas selon les documents récemment rendus publics. McDonnell Douglas a été chargé de concevoir le petit drone Aqualine qui ne devait pas dépasser 1,5 m de long et 2,2 m de large, et dont la taille et la forme devaient ressembler le plus possible à celle d'un oiseau. Une dizaine d'entre eux seraient lancés à la fois avec un poids au décollage de 33 kg ou moins. Alimenté par un moteur silencieux de 3,5 chevaux, le drone aurait une autonomie de vol de 50 heures ou de 2000 km, avec une altitude de croisière maximale de près de 6000 mètres. Le projet Aqualine a été annulé pour des raisons non précises qui pourraient être d'ordre financier. Le programme imposait des exigences très complexes qu'il aurait été très difficile de satisfaire avec la technologie de l'époque. Et il aura coûté au total 35 millions de dollars pour faire passer les essais opérationnels au niveau supérieur après que 3 des 5 prototypes ont été détruits lors des tout premiers vols du projet. OVNI en Écosse. Des documents récemment déclassifiés ont été publiés par la CIA américaine faisant état d'un mystérieux incident en Écosse. En 1957, un radar a suivi un ovni qui a plongé et décrit des cercles entre 4000 et 18 000 mètres d'altitude. Selon le commandant d'escadre, W.P. Whitworth, basé en Écosse à l'époque, l'objet n'était absolument pas un phénomène naturel et ne pouvait être confondu avec un quelconque hasard. Il volait selon des schémas très distincts qui ne pouvaient résulter que d'une forme de contrôle intelligent. Le document de 186 pages a été publié par la CIA et mentionne d'autres observations d'OVNI dans le monde entier. Et le rapport se termine par une déclaration qui affirme que sur la base des preuves contenues dans le rapport, le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens a conclu que les ovnis sont réels et peuvent donner l'impression d'être contrôlés de manière intelligente. Toutefois, dans le même temps, le dossier sur les cas non résolus indique que les preuves ne sont pas suffisantes pour suggérer à quoi ressemblait l'engin mystérieux. Mais il s'agit néanmoins d'une nouvelle observation d'OVNI déclassifiée qui indique que des objets volants non identifiés d'origine étrangère traversent l'atmosphère et survolent nos villes. Cependant, un groupe de la CIA a conclu que ces observations pouvaient fournir des informations sur les missiles ainsi que les avions ennemis et qu'il était important de ne pas semer la panique ou de laisser d'autres pays s'en servir pour affaiblir les États-Unis. Le traité de non-prolifération. Au début de l'année 2020, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a fêté le 50e anniversaire de son entrée en vigueur. À cette occasion, les 3 gouvernements dépositaires du traité, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, ont déclassifié une série de documents relatifs aux négociations entourant l'accord. S'ajoutant aux documents de l'OTAN déjà publiés, ces nouveaux documents ont été scannés, traités et organisés en 3 volumes par les archives de l'OTAN. Le premier volume traite du désarmement, tandis que le deuxième volume contient les projets du traité, ainsi que les avis des responsables, les comptes rendus des réunions et les rapports des discussions autour du traité de non-prolifération. Et l'ensemble de ces documents témoignent de l'implication importante de l'OTAN dans la négociation du traité, ainsi que de la façon dont l'accord a été conclu. Salué par le département d'État américain comme une contribution incommensurable à la sécurité internationale, le traité a été ouvert à la signature le 1er juillet 1968. Ses principaux objectifs étaient d'encourager l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire tout en promouvant le désarmement dans l'espoir d'empêcher la prolifération des armes nucléaires. Le traité de non-prolifération est entré en vigueur en 1970 et a été prorogé en 1995, et ce, pour une durée indéterminée avec un total de 191 États signataires. Et pour s'assurer que toutes les parties respectent leur engagement, le traité a créé l'Agence internationale de l'énergie atomique qui effectue des inspections
pour vérifier le respect des termes du traité. Des conférences d'examen du traité lui-même ont lieu tous les 5 années. L'Arche de Noé. Un nouveau scan d'un des rouleaux de la mer Morte suggère que la grande pyramide de Gizeh pourrait avoir été l'Arche de Noé. Mais ce n'est pas exactement ce que l'on pourrait penser. L'historien Matthew Simpson pense que l'histoire du grand déluge dans la Bible ne parlait pas d'un événement mondial. Il pense plutôt que, comme la plupart des histoires bibliques, le déluge ne concernait que le Moyen-Orient. Et Matthew pense également que les classes dirigeantes égyptiennes de l'époque ont pu utiliser la grande pyramide de Gizeh comme leur arche personnelle. Pensez-y comme un abri primitif contre les retombées d'une inondation qui aurait fait déborder le Nil. Et cette nouvelle théorie est née lorsque des scientifiques du projet Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library ont scanné des milliers de fragments de documents anciens. Et ils ont fait appel à une caméra spéciale capable d'utiliser différentes longueurs d'onde de la lumière et une résolution beaucoup plus élevée que les caméras de balayage normales. Et cela leur a permis de lire des mots auparavant inintelligibles sur un parchemin mentionnant l'histoire de l'Arche de Noé. Et justement, l'un des mots nouvellement lisibles était Néhéséfat. Et la traduction de Néhéséfat de l'hébreu en français signifie rassembler, ce qui, selon le docteur Alexei Youditsky de l'Université hébraïque de Jérusalem, signifie que les côtes de l'arche étaient jointes au sommet pour former une sorte de pyramide. Et il est également convaincu que cette découverte est soutenue par des résultats antérieurs. Youditsky a déclaré que la Septante, qui est une traduction grecque de la Bible datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, décrit également l'arche comme ayant la forme d'une pyramide. Bien que des auteurs médiévaux, tels que Maïmonide, aient également écrit la même chose. Et si la théorie de Matthew est correcte, cela signifierait que toute l'histoire du déluge mondial n'est qu'une reprise d'un déluge plus petit qui s'est produit en Égypte ou dans le bassin méditerranéen. Et cette découverte a conduit à la croyance que Noé, qui a réussi à fuir l'Égypte ancienne, était en fait un pharaon. En effet, les pyramides étant le signe d'une position élevée dans l'empire égyptien de l'époque. Mais bien sûr, rien ne garantit qu'on parle d'une véritable pyramide, mais seulement que l'arche de Noé était de forme pyramidale. Et pour l'instant, une étude en cours plus approfondie des manuscrits de la mer Morte devrait confirmer la vérité. Pour l'instant, ça ne reste qu'une théorie. Isaac Newton et le secret des pyramides. Isaac Newton était fasciné par les secrets des pyramides. Et comme vous le savez peut-être, il a posé la base de la physique. Il a élaboré les lois du mouvement et a découvert les lois de la gravité. Newton est également responsable de l'entrée de la science dans l'ère moderne. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au XVIIIe siècle, Isaac Newton était obsédé par l'alchimie et les sciences obscures. Il a tenté de déverrouiller des codes secrets qu'il croyait cachés dans la Bible pour essayer de savoir quand l'Apocalypse se produirait. Il voulait également désespérément comprendre les secrets des pyramides. Gabriel Eaton, un expert en documents anciens, a récemment pu examiner des notes partiellement brûlées écrites par Newton lui-même. Les papiers prouvent qu'il enquêtait vraiment sur les secrets des pyramides. Il les a étudiés dans les années 1680 et a été complètement fasciné. Ce qu'il voulait découvrir, c'était l'unité de mesure utilisée par ceux qui construisaient les pyramides. Il pensait qu'il était probable que les anciens Égyptiens aient pu mesurer la Terre et qu'en déterminant la coudée de la Grande Pyramide, lui aussi serait capable de mesurer la circonférence de la Terre. Il espérait ainsi que cela le conduirait à d'autres systèmes de mesure antiques, lui permettant de découvrir l'architecture et les dimensions du temple de Salomon et d'interpréter les significations cachées de la Bible. Il essayait de retrouver des preuves pour sa théorie de la gravitation, mais pensait en outre que les anciens Égyptiens détenaient les secrets de l'alchimie qui ont depuis été perdus. Aujourd'hui, ces domaines de recherche semblent peu rigoureux, mais ne paraissaient pas ainsi aux yeux de Newton au XVIIe siècle. Et bien que sa réputation repose sur ses découvertes mathématiques et scientifiques, pour Newton, celle-ci était secondaire à ses, selon ses propres mots, plus grandes études d'alchimie et de théologie. Malheureusement pour Newton, il n'a jamais compris comment les Égyptiens étaient capables de bâtir les pyramides. Et tout comme Newton, nous en sommes toujours incapables. Alignement des étoiles.
Une des théories les plus communes sur la construction des pyramides est qu'elles ont été construites pour s'aligner avec les étoiles. C'est particulièrement vrai pour la grande pyramide de Gizeh, la plus grande et la plus importante de toutes les pyramides. Certains vont même jusqu'à dire que ces dimensions peuvent être additionnées pour égaler pi, ou bien qu'elles créent les coordonnées qui peuvent nous conduire à un quelconque secret. Mais dans les années 1980, le chercheur Robert Bauval a suggéré que les 3 pyramides du plateau de Gizeh étaient censées s'aligner avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. L'idée a alors très vite fait son chemin et Bauval a sorti un livre qui deviendra un best-seller en 1995, dans lequel il expliquait que les pyramides avaient été créées comme une passerelle vers les étoiles. Tout a commencé avec sa théorie originale de la corrélation d'Orion, mais les choses se sont vite emballées jusqu'à ce qu'on se retrouve avec plusieurs théories. Mais quelle est la part de vérité dans la théorie de l'alignement des étoiles? La plupart des experts modernes refusent de croire à cette idée. Tout d'abord, chacune des 3 pyramides du plateau de Gizeh a été planifiée à un moment différent. La deuxième pyramide, par exemple, était bien plus petite et construite plus loin de la première. Et la troisième semblait suivre cette tendance puisqu'elle est encore plus petite et plus éloignée de la grande pyramide. Il est probable qu'elles aient été positionnées pour laisser de l'espace entre elles et non pour correspondre aux étoiles dans le ciel. Et au fil des millénaires, les alignements célestes ont bien sûr changé. Tout astronome peut vous affirmer que le ciel du Caire n'est plus le même qu'il y a 4500 ans. Cela signifie tout simplement que tout alignement de l'époque ne correspondrait pas au ciel d'aujourd'hui. Voyage temporel égyptien. L'un des faits les plus stupéfiants concernant les pyramides et qui a donné lieu à de nombreuses théories, allant de spéculations sur les connaissances supposées des Égyptiens en matière de physique avancée à la construction des pyramides par des extraterrestres. Et l'argument avancé est le fait que les coordonnées de la grande pyramide de Gizeh sont les suivants. Des chiffres qui correspondraient parfaitement à la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Et certes, ces 2 chiffres en particulier correspondent exactement, ce qui a bien sûr donné lieu à des spéculations sur des extraterrestres, sur des voyages temporels, de la téléportation et j'en passe. Mais si ce chiffre pour la vitesse de la lumière en absolu est correct, et comme l'implique la théorie, ce n'est pas nécessairement une coïncidence qu'il corresponde à la latitude de la grande pyramide. Ce n'est pas parce que les anciens Égyptiens partageaient d'une manière ou d'une autre notre compréhension moderne des mesures, de la lumière et de la latitude, mais justement parce qu'il faut un travail délibéré pour faire correspondre les 2 chiffres. En fait, la théorie ne donne qu'une seule coordonnée et non les 2 dont nous aurions besoin pour une localisation précise. Et cela signifie que nous devons regarder le long de la ligne de latitude qui passe par la grande pyramide mais aussi par de nombreux autres endroits dans le monde. Étant donné que nous observons des coordonnées aussi précises, d'autres lignes passent également par la pyramide. Cette ligne particulièrement passe légèrement au nord du sommet de la pyramide. Et lorsque les spécialistes de la vérification des faits se sont penchés sur la question, ils ont constaté que cette ligne précise serait bien plus proche de la pointe. Mais bien sûr, cela ne correspondrait pas à la vitesse de la lumière de manière aussi précise. D'ailleurs, les chiffres de cette affirmation sont exprimés avec 7 décimales, ce qui nous permettrait de tracer environ 20 000 lignes avec des chiffres différents entre cette ligne et toutes passant par la pyramide. Les poches d'énergie. Des scientifiques ont officiellement déclaré que la grande pyramide de Gizeh possède des pouvoirs cachés. Les chambres à l'intérieur de la pyramide sont capables de recueillir et de concentrer l'énergie électromagnétique naturelle. Une équipe de recherche de l'université d'ITMO a créé un modèle précis de la pyramide pour mesurer sa réaction à l'énergie électromagnétique. Ils ont découvert que lorsque la pyramide est exposée à une vague d'énergie, elle peut capter et concentrer cette énergie en son sein. Et l'énergie semble également s'accumuler autour de la base de la pyramide. Et la signification de cette nouvelle découverte n'est toujours pas très claire. Mais elle a certainement des implications très sérieuses si la pyramide peut vraiment capter et concentrer l'énergie électromagnétique. Pour expliquer ces résultats, les chercheurs ont effectué une analyse multipolaire, une méthode employée en physique pour étudier l'interaction entre un objet complexe et un champ électromagnétique. Et en connaissant la nature de chaque multipôle, il est possible de prédire et d'expliquer la distribution ainsi que la configuration des champs diffusés dans l'ensemble du système, c'est-à-dire la pyramide.
Et tandis que l'équipe responsable de la découverte pense qu'il s'agit d'une propriété accidentelle de la pyramide, d'autres personnes, principalement celles qualifiées de pseudo-scientifiques, pensent le contraire. Et tout un tas de théories émergent depuis la découverte fin 2018. Ils suggèrent que c'était intentionnel et la preuve d'encore plus d'avancées technologiques de la part des Égyptiens. Tandis que d'autres vont encore plus loin en suggérant que cela pourrait être une sorte de balise, voire une espèce de batterie. Mais en attendant, l'équipe de recherche appliquera les résultats théoriques de ses recherches sur la Grande Pyramide à la conception de nanoparticules capables de reproduire des effets similaires dans le domaine optique. Portes secrètes. Des archéologues égyptiens ont découvert 2 portes secrètes dans la Grande Pyramide de Gizeh. Et ils disent que ces portes pourraient être des entrées cachées vers une chambre mystérieuse à l'intérieur de la structure géante. Cependant, elles n'ont jamais été ouvertes et curieusement, la chambre présumée n'a pas été trouvée. Et la véritable utilité de ces portes a suscité plus de questions que de réponses pour les chercheurs. La pyramide de Khéops est la plus grande, la plus ancienne et la plus grandiose des 3 pyramides antiques du plateau de Gizeh. Mais seules 3 pièces officielles ont été découvertes à l'intérieur de l'énorme structure. Il y a les chambres de la reine et du roi ainsi que la grande galerie. Mais il y a aussi de multiples puits d'aération qui partent de chacune de ces pièces vers l'extérieur de la pyramide, bien que nous ne soyons pas vraiment sûrs de leur utilité. Mais mystérieusement, il existe une paire de tunnels qui sortent de la chambre de la reine et qui ne mènent absolument nulle part. Les murs nord et sud de la chambre de la reine contiennent chacun un passage qui s'arrête brusquement. Mais selon les archéologues, ces tunnels pourraient en fait se terminer par des portes secrètes que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont ces puits ont été découverts en premier lieu. En 1872, l'ingénieur britannique Wayneman Dixon les a retrouvés par accident. Il a poussé un mince fil de fer à travers les joints de la maçonnerie et a réalisé qu'il y avait des espaces creux derrière les murs. Il a ensuite pénétré dans les puits, révélant 2 tunnels vides menant à des impasses. Mais pour une raison quelconque, Dixon n'a jamais percé la pierre aux extrémités des passages. Et à ce jour, personne n'a jamais osé endommager les tunnels. La Grande Pyramide Blanche. Il a fallu environ 2,4 millions de blocs de pierre pour construire le gigantesque triangle que nous appelons la Grande Pyramide de Gizeh. Mais étonnamment, tous les blocs n'étaient pas identiques. Les Égyptiens étaient suffisamment intelligents pour comprendre quels blocs devaient être utilisés à certains endroits, et pourquoi au cœur de la pyramide se trouve une épaisse couche de calcaire extrait des environs et qui aurait été transportée sur un bateau jusqu'à la pyramide. Mais cette pierre calcaire est de mauvaise qualité et d'une vilaine couleur jaune. Et lorsque les Égyptiens ont construit la chambre centrale pour l'enterrement de leur pharaon, ils se sont servis du granit rose parce qu'ils savaient justement qu'il serait capable de résister au poids des blocs de pierre qui le surmontaient. Puis, pour l'extérieur, ils se sont servis du calcaire de Tura qui a donné à la pyramide une couleur blanche éblouissante. Et grâce aux blocs de calcaire de Tura, elle aurait été visible à des kilomètres à la ronde comme un phare blanc brillant au soleil. Mais de nos jours, la pyramide a un aspect très différent, car au XIVe siècle, les blocs de calcaire ont été retirés. Un tremblement de terre massif a également détaché l'enveloppe extérieure de la pierre, ce qui n'a fait qu'encourager les sultans locaux à piller les matériaux de construction pour les mosquées du Caire. Et au XVe siècle, une grande partie de la pyramide était en ruine. Son enveloppe extérieure a été complètement enlevée, une grande partie de cette dernière reposait sur des piles de gravats à sa base. Ce que vous voyez maintenant, ce n'est qu'un triste reflet de ce à quoi ressemblait réellement la pyramide il y a 4500 ans. On aurait dit une montagne de blanc pur, le tout couronné par un pyramidion doré. Les bâtisseurs d'avant-déluge. Selon les récits officiels, la Grande Pyramide de Gizeh a été construite vers 2550 avant Jésus-Christ. Elle aurait été construite comme sépulture pour le pharaon Khéops de la 4e dynastie et sa construction n'aurait duré que 27 ans environ. Et en moins de 3 décennies, la plus grande merveille d'ingénierie du monde antique a été construite. La pyramide de Gizeh mesurait 149 mètres de haut lorsqu'elle a été achevée. Elle est restée la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans, battue seulement par la cathédrale de Lincoln dans les années 1300.
Et pourtant, selon les archéologues, la pyramide a été construite en moins de 30 ans. Et nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi aucune autre civilisation n'a tenté de construire quelque chose d'aussi majestueux si cela pouvait être fait aussi rapidement. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Selon les récits bibliques, le grand déluge décrit dans le livre de la Genèse se serait produit il y a environ 4350 ans, soit vers 2348 avant notre ère. Mais il est très important de garder à l'esprit que les archéologues ne croient pas vraiment qu'un déluge biblique ait détruit l'humanité. Mais disons pour les besoins de l'argumentation que ce fut le cas. Le déluge est survenu, Noé a construit son arche et à peu près tout ce qui existait sur Terre a été détruit. Et toujours selon la Bible, toute l'humanité, y compris les Égyptiens, descendait des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ce qui voudrait dire que les Égyptiens auraient donc existé après le déluge selon la Bible. Sauf que si l'on s'en tient à la datation, les pyramides ont bel et bien été construites avant le déluge. Chose qui a mené certains à se demander qui a construit les pyramides si ce n'était pas les Égyptiens. Mais là encore, il faut garder en tête que ce n'est rien d'autre qu'une théorie marginale et la science est vraiment claire sur le sujet. Nous n'avons toujours pas de preuve de l'existence des événements bibliques et encore moins une date définitive pour ces événements. Les vides secrets. Beaucoup de vides secrets se cachent à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, mais aucun n'est plus énigmatique que celui-ci. C'est un vide par toutes les définitions. Un espace vaste et vide comme une poche secrète de néant à l'intérieur de la structure antique. Les chercheurs l'ont mesuré à environ 30 mètres de long, mais personne n'a vu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'heure actuelle, le vide est un mystère complet et il a été découvert par une équipe internationale de scientifiques dans le cadre du projet Scan Pyramids, qui a recours à des technologies non invasives pour scanner les pyramides sans les détériorer. Et le projet en question a été mis en place avec l'aide du ministère égyptien des Antiquités en 2015. Ils ont essentiellement scanné la pyramide avec une machine IRM pour les bâtiments et en faisant cela, les chercheurs ont été en mesure de découvrir un espace vide qui n'était pas connecté à des tunnels ou des chambres qu'ils connaissaient déjà. Et en réalité, il existe 2 vides à l'intérieur de la pyramide. L'un est petit et se trouve face à la chambre de la reine près de la base. Et l'autre est un vide gigantesque placé en face de la chambre du roi. Mehdi Tayoubi, l'un des scientifiques impliqués dans l'étude, explique que l'équipe ne sait pas encore ce que sont réellement ces vides. Ils ne savent pas s'il s'agit de chambres, de tunnels, de galeries ou quoi que ce soit. Il pourrait simplement s'agir d'erreurs commises lors de la construction, ou il pourrait contenir quelque chose qui changerait l'histoire et découvre ces lieux inaccessibles qui pourraient changer le cours de l'histoire tel que nous la connaissons.